Didier Voyamos, Ingénis. Bon, je ne veux pas profiter trop de l'estrade pour vous rappeler qui nous sommes. Laurent l'a très bien fait tout à l'heure. Peut-être rappeler simplement nos fondamentaux, au-delà de la compétence, donc, qui conjugue conseil et expertise. Nous, on est vraiment très attachés au service client chez Ingénis. Et puis une autre chose également, c'est le plaisir qu'on a à travailler ensemble, à travailler aux côtés de nos clients et à travailler sur les projets avec tous les acteurs sur lesquels on partage tous les projets. Donc, ce qu'on a vu dans cette table ronde, c'est que, au final, SD-WAN, c'est un terrain de jeu pour nous qui est fantastique. Parce que l'offre est tellement large, tellement diffuse, que finalement, on doit l'aborder avec énormément de lucidité, de recul et de pragmatisme. Et du coup, nous, en tant que cabinet de conseil, on a un rôle vraiment à jouer sur ce sujet-là. On voit aussi que les cartes sont complètement rebattues côté éditeur, puisqu'on voit les grands acteurs historiques challengés par de nouveaux entrants. Voilà, tout ça est très dynamique. Et voilà. Et du coup, ce qu'on va voir maintenant, c'est est-ce que SD-WAN a une influence forte également sur les offreurs de services, intégrateurs, opérateurs, opérateurs typés intégrateurs, intégrateurs avec des compétences opérateurs. Voilà, quelle influence finalement a SD-WAN dans le positionnement de tous les acteurs, quels sont les challenges qui sont face à eux, sachant que choisir la solution technologique, c'est quelque chose de très important. Choisir le bon partenaire qui va accompagner la transformation est aussi une clé de voûte dans la réussite des projets. Voilà, c'est tout ça qu'on va évoquer ensemble. Et donc autour de la table, je vais laisser se présenter. Donc 2 opérateurs et 3 intégrateurs à qui je vais laisser la parole et le soin de se présenter à tour de rôle. Olivier, peut-être faire passer. Bien, bonjour, donc je suis Olivier Grosjean, je suis le directeur technique d'Adista. Adista, nous qualifions comme un opérateur de services hébergés et on a une petite particularité, c'est qu'on est présent sur tout le territoire. On vient d'ouvrir notre 30e agence et donc on est énormément en proximité de nos clients. C'est 7000 clients en direct et également une activité de vente indirecte au travers d'intégrateurs ou d'autres opérateurs. L'offre d'Adista, en 2 mots, c'est une offre télécom de connectivité, cuivre, fibre, satellite, radio, 4G. Et ça va aller jusqu'à des services SaaS, de la dématérialisation de factures, des notes de frais, en passant par du IaaS dans le data center, par du cloud public, de l'Office 365, de l'Azure, ce genre de choses. Du coup, le SD-WAN, c'est assez charnière dans tout ça. Ce qui fait qu'on s'y est intéressé, finalement, on a été relativement précurseurs. On a fait notre R&D en 2016 et on a sorti un produit, un service managé, on reviendra après dessus, en 2017 qui s'appelle Soflex. Et avec lequel on a bien grandi, donc j'essaierai de vous en faire profiter un petit peu. Donc, je suis David Romeau, je suis responsable développement d'activité dans l'entreprise Apixit, qui fête aujourd'hui ses 1 an, suite au rapprochement de 2 entreprises de forte expérience, DCI et Retis, et donc qui sont des entreprises spécialisées dans le monde numérique sur les infrastructures, la cybersécurité et la partie Digital Workplace. Donc on intervient sur tous les acteurs français, on a 350 collaborateurs, et donc on accompagne les clients du conseil technologique jusqu'au service manager sur différents aspects de leurs infrastructures. Et le sujet du SD-WAN aujourd'hui est important pour nous parce qu'on est vraiment dans la connectivité de l'utilisateur jusqu'aux applications, et le SD-WAN c'est une partie importante de cette connectivité. Bonjour, Laurent Dauphin, je suis consultant avant-vente, donc j'appartiens à l'entité Axians Communication and System Paris. Donc la marque Axians, c'est la marque ICT du groupe Vinci Énergie. Donc moi je suis Communication and System, donc on intègre, on exploite et on maintient les solutions réseau, communication, sécurité et communication unifiée. Donc on a également la chance d'avoir
des compétences assez fortes dans le cloud computing, donc au travers des entités activantes Cloud Builder, mais également une forte expérience dans les activités opérateurs ou au travers des actions Vinci Énergie, donc les entités VFIT, Vinci Énergie Infrastructure Télécom, accompagnent les opérateurs pour intégrer leurs propres solutions infrastructure. Voilà. Bonjour à tous, c'est Lim Benamouda, donc responsable marketing des offres fixes chez Bouygues Télécom Entreprises. Très rapidement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 enjeux majeurs pour les entreprises. Le premier, c'est tout ce qui touche les sites, puisqu'on a de plus en plus une démocratisation de la fibre optique. Donc là, il y a vraiment une nouvelle façon de consommer la bande passante sur les sites. Le deuxième enjeu, c'est la façon dont on travaille au quotidien avec une mobilité accrue, qu'on aborde plutôt par le fait que notre terminal mobile que vous avez tous dans votre poche devient également un terminal fixe et qui gère aussi bien la téléphonie d'entreprise mobile que fixe. Là, c'est plutôt l'aspect mobilité. Le troisième enjeu qu'on constate aujourd'hui, c'est l'évolution majeure de la façon dont on conçoit les réseaux et dont on conçoit surtout les applications. La publicité de Google sur leur site, c'est que grâce à leur solution Kubernetes, vous avez la possibilité de facilement déplacer votre application d'un site d'hébergement à un autre. Donc vous voyez que là, au niveau du réseau, il y a vraiment des choses à mettre en place dessus. Et la troisième et le quatrième point qui est, je dirais, la révolution de l'IoT qui va plutôt modifier les façons dont on gère les environnements de production. Le SD-WAN adresse 3 des premières évolutions que je viens de vous citer, et tous nos enjeux, c'est vraiment d'accompagner cette transition sans forcément faire table rase du passé, on va en discuter, mais que la transition se fasse de manière la plus fluide possible pour nos clients et nos prospects. Merci, bonjour à tous. Donc Loïc Labbé, moi je suis directeur de la business line data entreprise chez Aboine. Donc ça recouvre toutes les solutions de connectivité, réseau, LAN, WAN, SD-WAN et sécurité. Pour dire 2 mots, le groupe Aboine, en fait, on est un peu plus de 550 collaborateurs, présents partout en France, à peu près 11 agences régionales. On a 3 grands domaines d'expertise, donc la partie télécom, à laquelle j'appartiens, donc pour toutes les solutions voix, data, Wi-Fi. Également une activité autour de la traçabilité et la mobilité en entreprise professionnelle. Et puis une activité cybersécurité. Et donc on vient de se renforcer d'ailleurs dans ce domaine-là. Vous avez pu voir quelques press releases à ce sujet. Voilà, donc je suis ravi de faire partie de cette table ronde et de parler du SD-WAN avec vous. Merci. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre un peu mieux le positionnement stratégique de chacun et ce que SD-WAN modifie finalement dans le positionnement de chacun. Ce qu'on comprend, c'est que, et Pierre l'a bien souligné tout à l'heure, l'opérateur aujourd'hui se rapproche un peu plus du métier de son client par le biais d'SD-WAN, sort de la production lien, etc. et s'intéresse quand même un peu plus au métier du client. À l'opposé, l'intégrateur, lui, est désormais capable d'offrir une offre de bout en bout à son client, du data center jusqu'au poste de travail. Alors, j'ai envie de poser la question d'abord à Adista, parce que Adista, c'est un des opérateurs qui sans doute a été parmi les premiers en tout cas à investir dans le SD-WAN, à industrialiser une offre. Quelle valeur vous apportez à vos clients et qu'est-ce que vous, opérateurs, vous en retirez également? Alors, pourquoi finalement nos clients vont jusqu'au bout des projets SD-WAN et la remarque de la table ronde précédente était intéressante. Tous les projets SD-WAN ne vont pas au bout et finalement qu'est-ce qui finalement déclenche et fait qu'un projet SD-WAN va au bout et a du succès? Le premier, c'est
et ça fait partie des valeurs de ce qu'on a construit, c'est une notion de simplicité et de reprise de contrôle. Nos clients sont très sensibles au fait de pouvoir avoir cette notion de co-administration, cette notion de visibilité complète, de transparence finalement, de ce qui se passe sur leur réseau, et d'avoir une visibilité de ce qui se passe, de la programmation qui est faite, qu'ils font ou que nous faisons pour eux. Et ça, en temps réel, avec une finesse, on l'a dit précédemment, avec une finesse qui n'était pas possible auparavant avec des technologies WAN classiques. La deuxième, et c'est pour moi la grosse promesse du SD-WAN, c'est déployer de l'intelligence dans le réseau. C'est pas uniquement multiplier les liens, c'est pas uniquement avoir une meilleure qualité de service, c'est pouvoir déployer, distribuer et développer une intelligence qu'on n'avait pas auparavant. On est très granulaire dans la visibilité des applications, et surtout on définit ces usages par rapport justement à des usages et non pas par rapport à des caractéristiques techniques. On va plus classer, alors Adista est un opérateur voix par ailleurs, mais on va plus classer la voix dans une classe prioritaire, mais on va définir quelle est l'importance de la voix pour tel ou tel type de population. Probablement qu'un score MOS, donc qui qualifie la qualité de la voix, on va chercher un score MOS plus important sur un centre d'appel client que peut-être sur une population dont le téléphone est moins critique pour le métier. Alors évidemment, en période nominale, tout le monde va bénéficier de la meilleure qualité, mais en mode dégradé, parce qu'on a un lien disponible, un lien défaillant ou quoi aux caisses, il faut qu'on s'adapte au contexte finalement. L'intelligence, c'est ça, c'est s'adapter au contexte, à la fois interne de l'entreprise, mais aussi exogène. Et puis évidemment, il y a un aspect économique, on reviendra un petit peu sur le sujet après. Il y a un intérêt économique à passer au SD-WAN, pas forcément sur l'a priori du coût des liens, mais un véritable enjeu économique, notamment autour de l'agilité. C'est-à-dire que l'économie se fait sur la capacité d'évoluer facilement, et les choix qu'on fait à un instant T, la promesse du SD-WAN, c'est qu'on ne les remet pas complètement en cause à l'instant T plus 1, et que les incréments fonctionnels sont plutôt plus faciles, plus simples, et donc moins chers. Alors c'est vrai que le point de vue de l'intégrateur aussi est intéressant. Donc côté intégrateur, quelle est la valeur que vous apportez à vos clients, et qu'est-ce que vous aussi en tant que prestataire de service vous en retirez? Alors aujourd'hui, le SD-WAN fait partie de la nouvelle convergence au niveau des réseaux. On a eu la convergence au niveau Digital Workplace, au niveau de la partie système, et là on est dans la convergence des réseaux. On l'a vu par rapport aux différents acteurs, aux différentes discussions. On est sur un marché qui fait converger à la fois les acteurs de routage, les acteurs de l'OptiWAN, les acteurs de la sécurité. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, on doit regrouper toutes ces fonctionnalités pour pouvoir délivrer un service le plus pertinent. Les leviers principaux par rapport à ça, aujourd'hui, on le voit au niveau des métiers, c'est la partie expérience utilisateur. Tous les rendez-vous clients où on a aujourd'hui des besoins d'accompagner les évolutions vers le SaaS type Office 365, c'est le premier driver hors DSI. Et au niveau du DSI, le driver, c'est plutôt ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans la table ronde précédente, c'est la partie visibilité. C'est de pouvoir redonner de la visibilité à la DSI pour pouvoir mieux anticiper, pour pouvoir mieux piloter, être plus agile. Et ceci est un point très important. L'autre élément est également la disponibilité. On ne l'a pas trop évoqué précédemment, mais l'un des intérêts du SD-WAN, on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas de multiplexage, mais c'est de pouvoir garantir qu'un site distant va pouvoir communiquer avec un site central ou le cloud, qu'il perde un lien ou qu'il en perde deux. Donc c'est ça qui est très important aujourd'hui. Le socle du système d'information, ce sont les infrastructures, et le SD-WAN apporte une autre disponibilité qu'il manquait jusque-là ou qui était vraiment plus cher et qui est plus difficile à atteindre. Donc voilà, donc nous, à Pixit, ce qu'on propose aux clients, c'est de les accompagner dans cette évolution naturelle de la convergence. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure aussi, cette convergence-là, elle s'étend également jusqu'à l'utilisateur. Donc on a une convergence qui commence à être réelle. On a des clients qui ont fait des déploiements de SD-Branch, donc convergence de la partie Wi-Fi, de la partie LAN, de la partie routage, pour pouvoir rendre un environnement plus simple à gérer, malgré la complexité de cette convergence. Merci. Alors, on a évoqué tout à l'heure avec les éditeurs les challenges qu'ils avaient en face d'eux. Quels sont, du point de vue de l'intégrateur, j'ai envie de questionner Axians, qui a aussi une casquette d'opérateur, sur le sujet,
quels sont vos challenges que vous rencontrez avec vos clients? Quelles sont également les promesses du SD-WAN, celles qui sont plutôt tenues et celles qui ne le sont pas du tout? Et puis pour quelles raisons? Ouais. Alors certes, on a une expérience au niveau du WAN, mais bon, on n'est pas un opérateur en tant que tel, on reste un opérateur alternatif. On mène parfois des projets du type MPLS, mais qu'on monte un MPLS directement chez le client final. Ça nous permet d'avoir une culture, mais néanmoins, on se doit d'avoir une expertise sur les problématiques WAN. Donc c'est un challenge pour nous, intégrateurs. Donc voilà. Par contre, on a un désavantage, c'est que on accompagne déjà au quotidien nos clients sur son système d'information et l'évolution de son système d'information. On accompagne de la phase amont jusqu'à la phase service managé. Donc ça, c'est un des gros avantages qu'on a en tant qu'intégrateur. Donc parce que c'est justement un challenge pour le client. Un projet SD-WAN, c'est quand même un projet assez structurant pour le client final. C'est un projet complexe. C'est pas toujours appréhendé en tant que tel chez le client final. Donc ça, voilà, c'est... Et là, on l'a dit tout à l'heure aussi, même si les projets SD-WAN ne vont pas toujours au bout, en tout cas, c'est des cycles de vie qui sont très très longs. De la phase pilote, la phase POC, la phase déploiement, si on change d'opérateur, voilà. Donc les challenges d'Anthony, j'aurais tendance à dire le planning, voilà. Les challenges tenus, par contre, c'est, enfin, ça a été dit, mais le zero touch provisioning, c'est le client final qui va déployer son CPE SD-WAN sur le site distant. Donc ça, c'est vraiment un challenge tenu par le SD-WAN. C'est aussi également apporter de la visibilité sur la globalité des flux WAN. Donc on a parlé pas que les flux MPLS, mais les flux Internet. Donc au travers des solutions SD-WAN, le client reprend la main sur son WAN et arrive à avoir une visibilité globale. Donc ça, c'est vraiment un grand apport pour le client. Et puis l'agilité et la flexibilité de remettre en question sa politique opérateur dans sa globalité. Voilà. Très bien. Alors ce qu'on a vu aussi lors de la table ronde précédente, c'est que les solutions étaient vraiment très très diverses. En fait, le moindre acteur qui touche de près ou de loin au réseau aujourd'hui a une offre SD-WAN. Alors quand on est offreur de services, comment on fait pour choisir là ou les solutions qui seront portées et qui seront industrialisées et mises au catalogue? Là, j'ai envie de questionner peut-être Bouygues, qui ne s'est pas beaucoup exprimé pour l'instant. Déjà, on prend son temps, parce qu'on a lancé le RFI, RFQ en 2017, on a choisi en janvier 2019. Donc vous voyez, ça a pris un cycle très très long pour choisir le bon fournisseur. Ensuite, avec une vision opérateur, forcément le réflexe c'est de s'adresser à des fournisseurs opérateurs, déjà. Donc on va retrouver dans la liste par exemple Nokia Siemens, qui est déjà connu de la part des équipes réseau et donc a été consulté. Et donc l'enjeu a été de faire rentrer dans cette liste d'autres acteurs du monde du SD-WAN, des pure players du monde du SD-WAN, les 3V, VeloCloud, Viptela, Versa, et également d'ouvrir la porte aussi à des équipementiers, des éditeurs, des équipementiers qu'on retrouvait plutôt on-premise chez les clients avec des solutions intégrées. Donc le premier enjeu a été vraiment d'élargir complètement le champ pour vraiment faire l'état des lieux de quelles étaient les solutions SD-WAN du marché. Le deuxième enjeu, ça a été bien évidemment pour les sélectionner de mettre toute la liste fonctionnelle qu'on attend. Et ensuite de les tester réellement dans nos environnements, dans les environnements, dans les labs de Bouygues Telecom, et pas seulement chez l'éditeur ou chez le fournisseur de la solution. Les critères qui étaient importants, au final, c'est pas le coût de la solution qui l'a emporté. Ça a été un critère important, mais ça n'a pas été le critère, je dirais, le plus pondéré. C'était la richesse fonctionnelle.
Pourquoi la richesse fonctionnelle? Parce que finalement, le SD-WAN, c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder les réseaux. C'est une boîte à outils. Il y a énormément de fonctionnalités dedans. Il y a beaucoup d'attentes. Hein. Si on se projette il y a 2 ans, SD-WAN, c'était miraculeux. Ça faisait tout. Hein. Ça amenait du débit où il n'y avait pas de réseau. Enfin, c'était super. Et donc, il a fallu vraiment prendre une solution qui ouvrait le champ des possibles parce qu'on allait globalement la packager pour en faire une offre opérateur. On allait la simplifier, regrouper les fonctionnalités. Là où il y avait une liste de 200 options, il n'y en a plus que 2 ou 3. Donc il fallait vraiment se laisser la possibilité de couvrir 80%, 90% des cas d'usage qu'on va rencontrer avec une solution. Donc je dirais que c'était la richesse fonctionnelle. Et ensuite, le deuxième point pour sélectionner la solution, les clients n'aiment pas être liés avec des opérateurs MPLS, c'est compliqué, etc. Les opérateurs n'aiment pas être trop liés avec des équipementiers non plus en termes de hardware. Donc, un des points qui vraiment été important, c'était que la solution devait être absolument fonctionnelle à 100% sur n'importe quel type d'équipement. En anticipation des UCPE qui vont venir derrière, mais également avec une scalabilité en termes de déploiement dans les data centers pour pouvoir augmenter la capacité dans des VM de manière très simple. Ça, c'est vraiment des critères qui ont été déterminants. Et bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure dans la table ronde, il fallait que ce soit une solution multi-tenant, parce que c'était une solution qui devait adresser tous les clients au sein des organes centraux qu'on allait installer, aussi bien en termes de contrôle que d'analytics, que d'orchestration, voilà, que de sécurité. Au final, vous avez retenu une seule solution ou plusieurs? Alors, le commerce va beaucoup plus vite que le marketing. Je le sais parce que j'étais au commerce avant et que du coup, quand le marketing traînait un peu, on s'arrangeait pour trouver des solutions. Donc, on a retenu une solution qui est la solution Versa Network, qui est une solution qu'on a complètement intégrée dans le data center Bouygues Telecom, dans les organes centraux. Néanmoins, pour plutôt, je dirais, adresser du grand compte ou sortir pour vraiment répondre à des besoins spécifiques si le client a choisi une solution, qui d'ailleurs des fois n'est pas vraiment une solution SD-WAN, on s'appuie plutôt à nos partenaires intégrateurs qui peuvent être Nextira One ou Axians. Voilà. Et là, on va retrouver des solutions comme... Alors, j'aime pas trop dire que c'est du SD-WAN, mais on va retrouver des solutions un peu comme du Meraki, par exemple, qu'on pourrait positionner. Mais c'est pas du SD-WAN, absolument. Alors, le travail vers le commerce est vraiment un travail de longue haleine. Bien, en fait, ce qu'on voit effectivement, c'est que le marché aujourd'hui s'est organisé, le jeu d'acteurs est en place, les offreurs de services sont prêts, et pour autant, de gros déploiements SD-WAN, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de projets, on a fait beaucoup de POC en 2017, en 2018, quelques gros déploiements quand même en 2018-2019, et 2020 qui est ici devrait être témoin de l'explosion des SD-WAN. D'après vous, quels seront les facteurs qui vont accélérer le déploiement de SD-WAN, alors sur le périmètre France et puis à l'international? Et là-dessus, on peut peut-être demander à Hubwan sa vision. Écoutez, oui, je suis assez d'accord avec ce constat partagé. En fait, on a démarré très tôt chez Hubwan le SD-WAN et en fait, le marché n'était pas tout à fait mûr. Les clients avaient des projets dans les cartons mais qui ne sont pas concrétisés. La réalité, c'est qu'en 2019, on a vraiment vu un décollage. On a commencé à adresser les premiers clients, à les déployer. Donc en fait, les facteurs qui ont tout de suite permis de déclencher les projets, c'est accroître quand même la capacité des liens pour pouvoir répondre aux nouveaux usages, en particulier cloud. On le voit nous sur les projets qu'on adresse avec les clients, donc on a des besoins de bandes passantes supplémentaires quand même pour proposer du Wi-Fi hotspot dans des magasins, par exemple dans des points de vente. Amener aussi des écrans digitaux avec des flux web. Donc ça c'est un premier facteur. Le deuxième élément, c'est fiabiliser le réseau. Là où on avait un réseau extrêmement fiable, MPLS, le fait d'apporter des liens Internet, on en a parlé précédemment, qualité de service qui n'est pas forcément au rendez-vous, des GTR qui ne sont pas là, il y a quand même une nécessité de garantir un niveau de service. Et donc là, la combinaison aujourd'hui qui marche bien, c'est pour nos clients du SD-WAN adossé avec de la 4G par exemple.
en backup passif, donc avec finalement un coût très très modeste, mais qui permet de sécuriser le site. Le troisième facteur que l'on voit, et qui est attendu par les DSI, c'est réduire la complexité du réseau, simplifier et accélérer aussi les ouvertures de sites. Donc nos clients nous demandent aujourd'hui, alors ils sont traditionnellement sur des MPLS avec Orange, SFR, Bouygues, et ils veulent ouvrir de nouveaux sites, mais pas forcément commander des liens et mettre en réseau rapidement ces nouveaux sites. Donc le SD-WAN est une possibilité qui aujourd'hui offre réellement une accélération dans la transformation et dans la mise en route de nouveaux sites, tout en combinant différents acteurs. Au niveau France, on voit que pas mal de projets végètent, parce que finalement, acheter un accès Internet avec une garantie ou acheter un accès MPLS, c'est quasiment le même prix. Est-ce que de votre point de vue, l'accélération du FTTH va favoriser justement la mise en place et le déploiement un peu plus massif de solutions SD-WAN? Qu'est-ce qui veut s'exprimer là-dessus? Côté Adista, petite idée? Oui, alors, c'est un peu paradoxal, dans le sens où les liens WAN en France, si on se compare à d'autres pays et qu'on parle d'MPLS ou d'Internet, sont quand même relativement abordables. Donc l'économie du prix de la bande passante au travers d'une solution SD-WAN, elle est là parce que ça permet de faire un refresh technologique, de renégocier ses contrats, mais globalement, même en prenant les deux extrêmes, qui est l'entreprise plutôt en centre-ville, en zone très dense, va pouvoir s'acheter des très très gros débits de manière relativement facile, et à contrario, une entreprise, une industrie qui est un petit peu éloignée, de toute façon, ça lui coûtera très cher et n'aura pas encore l'accès au FTTH ou à la fibre. Donc l'arrivée de la fibre est très intéressante parce qu'elle augmente les débits, l'arrivée de la fibre est intéressante parce que ça fait un média de plus disponible sur le site, et ce qui est important dans le SD-WAN ou dans le multi-WAN, puisque là on n'est même plus vraiment dans le SD-WAN, mais lorsqu'on connecte différents sites, différents liens sur un site, l'idée c'est de ne pas passer par les mêmes fourreaux de câbles, donc on va multiplier de la fibre, du cuivre, de la 4G, de la radio, du satellite, etc. Donc oui, c'est un facteur de plus qui va prôner sur la partie WAN du SD-WAN. Mais si on parle de promesses financières, je pense que le gain n'est pas vraiment là en fait. Le gain est plutôt sur un changement de paradigme du réseau. On l'a un peu dit dans la table ronde précédente. Aujourd'hui, le réseau en étoile ne correspond plus aux applicatifs. Les applicatifs sont distribués en entreprise, sont distribués sur Internet, sont distribués chez des hébergeurs. Et donc, tout faire passer par un point central, là, effectivement, on a besoin d'augmenter les débits. Il faut qu'on augmente les débits sortant du site, entrant sur le data center, ressortant du data center, augmenter les machines qui vont faire du traitement de sécurité, du firewalling, d'antivirus. Finalement, le SD-WAN, c'est en distribuant toute cette intelligence au plus proche, on va réduire tous les débits sur la chaîne de liaison et on va augmenter la résilience. Donc le déclencheur, y compris économique, pour moi, c'est vraiment des sujets de déploiement de cloud computing. Une entreprise qui n'est pas encore complètement passée en Office 365 ou une entreprise qui utilise de plus en plus de services cloud, probablement que son réseau n'est plus le mieux adapté, j'ai envie de dire, à ce type de service. Alors justement sur le volet économique et sur la posture de l'opérateur et de l'intégrateur, une petite question tarte à la crème quand même. Est-ce que pour un opérateur, et là je vais m'adresser plutôt à Adista, donc Hub1 et Bouygues, est-ce que c'est pas un peu si la branche sur laquelle vous êtes assis, est-ce que ça rentre pas en compétition finalement avec la vente de liens MPLS qui est plutôt encore aujourd'hui votre quotidien? Alors je remercie Loïc parce qu'il nous a cité parmi les 3 grands faiseurs de MPLS en France, donc ça c'est gentil. En ce qui nous concerne, cannibalisation, non. Enfin, c'est pas franchement un risque pour Bouygues Telecom, c'est pas un secret. On est rentré dans le monde du fixe entreprise plus tard, donc on était vraiment dans le mode challenger, donc on se bat au quotidien effectivement pour aller vendre du MPLS. Vendre du MPLS, c'est plus compliqué que de vendre du mobile ou de l'accès Internet, ce que font très bien nos commerciaux et nos avant-ventes. Vendre du MPLS demande
plus de travail, demande à s'intéresser plus au métier, à l'IT du client. Donc c'est vraiment un geste qu'il faut prendre. Et au final, le SD-WAN, c'est plutôt une opportunité. Réellement une opportunité. Pourquoi ? Au final, on se rend compte que les clients en France, sortir du MPLS, c'est compliqué. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans le MPLS. Ils sont bien au chaud, ça fonctionne bien. Ils sont confiants. Ils ont du mal, effectivement, pour certains, en tout cas, à quitter ce mode-là. Et s'asseoir avec eux pour travailler, pour les faire quitter ce monde-là, c'est un travail qui demande à s'intéresser beaucoup plus au métier, maintenant, de nos jours, plus qu'au réseau. Et justement, vendre du SD-WAN, c'est ça. Vendre du SD-WAN, c'est s'asseoir avec le client pour comprendre c'est quoi ses enjeux. C'est quoi ça. Est-ce qu'il utilise Office 365 bientôt ? Voilà. Je vous donne un exemple. Excel, tout le monde utilise Excel sur son PC. Nous, maintenant, on utilise Tableau. Tableau, c'est une application en mode SaaS. On avait quelque chose qui était sur le PC, qu'on utilisait sur le PC, et que maintenant, on utilise en mode SaaS. Ça veut dire qu'il sort pas du réseau d'entreprise, qui sort du VPN de l'entreprise pour aller sur Internet. Et je veux utiliser Tableau comme j'utilisais Excel. Et ça, c'est des discussions qu'on peut avoir avec eux. Et la force, et c'était un des critères de la solution retenue, c'est qu'elle devait fonctionner sur n'importe quelle topologie réseau. Donc, il fallait qu'elle fonctionne à 80% sur un VPN MPLS, 70% sur un VPN Orange, et à 25% sur un VPN MPLS SFR. Donc, c'est ce qu'on a mis, nous. C'était notre cahier des charges vis-à-vis de l'intégrateur. Donc, c'est une formidable opportunité pour finalement quitter le monde du MPLS ou pas, on verra. En tout cas, faire cohabiter les deux de manière complètement la plus fluide possible pour l'utilisateur, en lui expliquant comment la solution SD-WAN, en s'appuyant sur le réseau MPLS existant, va pouvoir lui apporter une meilleure qualité d'utilisation et va l'accompagner dans sa transformation numérique. Ça veut dire globalement le fait qu'il va sortir des serveurs ou qu'il va sortir des applications sur le cloud. On a aujourd'hui 50% d'un trafic VPN MPLS qui quitte le VPN MPLS, qui ne reste pas dans le réseau d'entreprise. Soit il va sur une infra IaaS chez AWS, Google, etc. Soit il va dans une application SaaS. Et donc, il faut qu'on les accompagne, et le SD-WAN est une formidable opportunité pour ça, plus qu'un risque, qu'une menace. Vous partagez ça chez Adista? Oui, complètement. On n'oppose pas du tout, de toute façon, le MPLS et le SD-WAN. Le MPLS, c'est l'un des liens qu'on peut connecter derrière une infrastructure SD-WAN ou pas, et sur certains sites ou pas. Ce sont vraiment des choix de design. Le MPLS a été inventé pour justement créer un environnement privé, un réseau privé au sein de l'entreprise dans ces différents sites, c'est ce qu'on appelle un VPN. Le SD-WAN crée aussi une couche de VPN. Globalement, la finalité est la même. Après, si on associe le MPLS à la qualité de service et à des liens qualitatifs, on peut faire des liens qualitatifs sur des réseaux privés, sur des backbones privés, sans que ce soit du MPLS, ou ça peut en être. On peut le faire aussi sur des liens qui ont un adressage Internet, c'est possible aussi, dans d'autres cas. Donc voilà, il n'y a pas de cannibalisation. Ce qui est intéressant pour nos clients, c'est de rassurer, parce que avoir de plusieurs technologies ou plusieurs opérateurs, finalement, c'est le gage que si on a la défaillance d'un de ces opérateurs, on a toujours la capacité de travailler avec d'autres technologies. Donc le choix du MPLS, c'est un choix par rapport aux usages, par rapport aux disponibilités des sites aussi, et il n'y a pas de grande différence. Je vais même vous dire, produire un lien MPLS sur le backbone Adista ou produire un lien Internet, c'est peu ou prou le même coût pour nous. C'est pas si loin quand même. Non, si c'est pas. Alors la remarque, je la répète parce que tu n'avais pas le micro, mais c'est pas les mêmes revenus. C'est pas si différent non plus. Alors, du point de vue de l'intégrateur, quel est le contexte favorable pour proposer du SD-WAN? Est-ce que vous, intégrateur, vous n'avez pas tendance à proposer de manière systématique du SD-WAN, même là où il n'y en aurait pas forcément besoin? Les projets ne sont pas toujours des projets purs SD-WAN. On a souvent des projets qui sont liés à des évolutions, comme on l'a vu tout à l'heure, applicatives, ou des évolutions au niveau des communications unifiées. Lorsque l'on passe d'environnements avec des sites distants, avec des PBX encore locaux qui sortent en local, et qu'on veut rendre tout ça de manière centralisée, il y a un sujet de réseau qui est derrière. Lorsqu'on a des clients qui migrent leur environnement bureautique vers le cloud, qui est l'exemple le plus souvent cité, il y a des projets réseau derrière.
Et lorsqu'aussi nos clients se disent j'ai besoin de faire évoluer mon réseau, ce qui a été évoqué tout à l'heure, lorsqu'il y a plusieurs couleurs de boîte pour le Wi-Fi, le LAN, la sécurité, c'est aussi un sujet. Donc on est souvent avec ces éléments-là de départ. Et après, la réflexion se fait au niveau du SD-WAN, c'est est-ce que on est sur un usage d'un maximum de fonctionnalités. Donc là, on pourrait dire c'est du SD-WAN. Lorsqu'on est sur 2-3 fonctionnalités, on aura tendance à dire c'est pas du SD-WAN. Mais comme on est dans cette convergence, on est sur l'étude de ces solutions-là. Et souvent, donc le sujet, c'est pour revenir vraiment aux besoins et des possibilités. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est très important. Si on équipe un site qui se trouve très loin, qui a un seul opérateur qui peut le raccorder, on va perdre certaines richesses du SD-WAN. Donc la fibre optique, le FTTH va apporter des nouvelles capacités. Ce qui va apporter aussi des capacités, c'est la 5G. Parce qu'aujourd'hui, la 4G, ça a été évoqué, c'est surtout des liaisons de backup par rapport au coût aujourd'hui de la 4G. Donc la 5G va apporter également cette possibilité-là, quoi. Voilà, donc c'est le contexte aujourd'hui, il est toujours là. On a toujours un sujet SD-WAN dans la majorité des rendez-vous. Quel est ton point de vue, Laurent, chez Axians ? Oui, certes, je confirme que le marché SD-WAN, maintenant en France, il est assez mûr dans le sens où, l'argument du Gartner, il n'est valable qu'en US. C'est-à-dire que les clients, maintenant, ils ont compris que voilà, le SD-WAN a un certain coût, mais ça permet quand même de gérer ses coûts opérateurs. Donc nous, on propose du SD-WAN à partir du moment où le client veut une expérience utilisateur, il veut une agilité, il veut une flexibilité de son WAN. Donc là, on sait que le client est assez ouvert et donc on va l'accompagner sur une solution SD-WAN. On ne propose pas systématiquement du SD-WAN parce qu'on fait de l'hybrid WAN, on fait du VPN, on fait des projets WDM. Donc nous, en tant qu'intégrateur, on se doit d'être à l'écoute et de conseiller le client et de l'accompagner au quotidien dans le bon choix de la solution. Également, nous, Axians, on a, alors je ne vais pas tous les citer, mais on propose plusieurs solutions SD-WAN en fonction de ce qui correspondra le mieux aux besoins du client. S'il veut faire un fort focus sur la sécurité, s'il veut des fonctionnalités particulières sur l'optimisation WAN, donc on essaie de proposer la meilleure solution aux clients. Ok. Donc ce que je comprends sur la partie financière, c'est que finalement, quand on compare les coûts directs des liens versus une solution SD-WAN, la promesse financière est quasiment toujours décevante. Et donc il faut bien montrer au client qu'il doit prendre en compte l'ensemble des coûts, y compris les gains qu'il pourrait obtenir en termes d'exploitation. Et idéalement, mais là c'est complètement compliqué à évaluer, à prendre en compte les gains business pour sponsoriser une solution SD-WAN. Alors nous, en tant que bureau d'études, on lance des RFP, on fait des études amont, on lance des RFP, et on se pose souvent la question de l'allotissement. Est-ce qu'on doit séparer les liens avec la couche SD-WAN ? Est-ce qu'on met tout ensemble et on maîtrise un peu moins le jeu d'acteurs qui par définition va induire en fait des rapprochements d'acteurs de nature différente. Quel est votre point de vue Je pose la question peut-être à Loïc, chez Hubone. Bon, clairement, pour un client, le SD-WAN, c'est l'opportunité de renégocier ses contrats opérateurs d'une part, et c'est aussi une manière de faire jouer la concurrence sur la brique de service. Donc c'est l'occasion pour lui finalement de gagner toute son indépendance. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un désir et une opportunité pour remettre en question les opérateurs. Bon, nous, côté Hubone, on n'a pas de base installée MPLS en France, donc pour nous, c'est forcément un terrain de jeu qui est favorable. Donc on va pouvoir aller sur la brique SD-WAN en proposant nos services et proposer de la déployer. Donc il y a l'idée derrière aussi pour les clients donc de casser un petit peu cette
on va dire, l'enfermement dans lequel ils sont aujourd'hui avec l'opérateur historique, et de disposer d'un outil qui va être un outil d'aide à la décision en réalité, un outil qui va être performant, un outil qui va leur permettre d'avoir accès à des mesures en temps réel sur la performance des liens, de pouvoir challenger les liens de façon beaucoup plus forte. Et ça, c'est vraiment une demande extrêmement forte des clients. Multiplier effectivement la disponibilité en allant sourcer des liens différents. Quand on prend notre casquette chez Boine d'intégrateur, cette fois-ci, la complexité, c'est de devoir discuter avec des opérateurs en place. Monter des architectures hybrides, c'est pas évident. Il y a de l'ingénierie à faire, il y a des sites pivots à monter. Au niveau du data center client, c'est pas évident. Donc on a souvent des difficultés à obtenir les bonnes informations techniques pour pouvoir monter ce type d'infrastructure et de gérer en fait la transition vers le SD-WAN en douceur. C'est le fameux réseau hybride dont on parlait. L'autre élément que je dirais, c'est il y a un intérêt quand même pour un client final de choisir un même acteur qui propose les liens et le SD-WAN quand même, parce que ça va quand même lui simplifier le déploiement. Donc avec une seule tête qui va piloter finalement les deux aspects. Donc ça, voilà, il y a l'indépendance d'un côté, mais à la fois l'opérateur propose une alternative intéressante, piloter pour lui l'ensemble du déploiement et répondre aux attentes, pouvoir délivrer rapidement un service. Ok, et côté intégrateur, du coup, quelles sont les relations que vous avez avec les opérateurs? Si jamais on lance un marché avec un lot unique, lien plus SD-WAN, est-ce que vous êtes capable d'y répondre et de vous associer avec des partenaires sur la partie télécom? Alors, je voudrais juste compléter la question d'avance que WAN, lorsqu'on parle de WAN en France, c'est WAN, c'est OPEX. Aujourd'hui, le SD-WAN, c'est pas OPEX systématiquement. Oui. C'est essentiellement OPEX quand même. C'est majoritairement OPEX. Il y a quand même beaucoup de clients qui ont un projet qui est plus large. C'est le rêve de tous que ce soit OPEX. C'est le rêve de tous, même nous intégrateurs, d'avoir des revenus récurrents, ça c'est certain. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément le même périmètre. Donc on l'a évoqué tout à l'heure plusieurs fois. On a des clients qui réfléchissent aussi un peu plus large, SD branch, qui réfléchissent un peu plus sécurité. Donc, et sur ces aspects-là, le fait d'avoir une souscription à un abonnement qui donne des services partiellement un petit peu figés, le fait de redevenir maître des environnements sur les équipements SD-WAN, ça leur permet de pouvoir bénéficier des évolutions des solutions et de pouvoir aussi imaginer la facilité de réaliser cette convergence entre les différents équipements qui sont en place chez lui. Donc c'est pas systématiquement, la question est toujours posée dans l'esprit du client, elle est là, et après le point qui est important, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est la partie gestion, toute la partie lien. C'est vrai que dans un monde idéal, c'est d'avoir plusieurs opérateurs, d'avoir une seule solution technologique, mais il faut faire en sorte que tout ça se coordonne bien en termes de mise en place et en termes de suivi. Ok. Alors sur le modèle opérationnel, on en a parlé quand même largement juste avant. Moi j'ai une petite question pour les opérateurs. J'ai envie de parler d'intégration avec les opérateurs. Et toute ressemblance avec des situations vécues ne serait que coïncidence. Qu'est-ce que la mise en œuvre d'SD-WAN modifie finalement ou implique en termes de changement de culture au sein des équipes opérateurs? L'approche métier, c'est un petit peu nouveau quand même. La partie mode projet, les livrables d'intégration qui sont à fournir aux différents stades du projet. Voilà. Est-ce que Selim, tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Oui, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure. En fait, ça a effectivement des impacts internes dans l'organisation, dans les équipes réseau, comment elles fonctionnent, comment elles doivent intervenir finalement pour pouvoir tordre ou adapter des plateformes de services qui sont multi-tenant, qui ont été mis pour aller chercher peut-être un cas de figure qui n'était pas prévu dans les use cases qu'on avait prévu initialement. Ça, c'est la partie technique. Mais la partie technique, on sait y répondre. C'est-à-dire que monter en compétences, partenariat, prestations, on engage des experts. Donc on saura finalement, même si c'est compliqué, trouver la bonne méthode pour aller modifier ou adapter, pour aller faire un petit peu plus de sur-mesure là où on était parti pour que grâce à cette boîte à outils, on couvre 80-90% des cas. Le cas le plus compliqué,
c'est pas cette partie-là, finalement, ce qu'on se rend compte, le cas le plus compliqué, c'est la vente. Le sujet, il est là, au final. Parce que les vendeurs, les commerciaux, les forces de vente d'un opérateur, finalement, ils étaient beaucoup habitués à vendre un produit sur étagère. Et pour eux, la notion de service, parce que là, on change de paradigme, on ne vend plus un produit, on vend un service. Et pour mettre en place ce service, il faut un accompagnement. Et c'est cette partie-là, en fait, où il y a le plus d'enjeux chez nous, en tout cas chez Bouygues Télécom Entreprise, là où on veut vraiment amener, accompagner, c'est-à-dire qu'on s'est doté maintenant d'une direction de service, et cette direction de service est là pour épauler justement toutes ces équipes-là, pour aller sur le terrain et aller apporter le bon discours pour expliquer comment on va accompagner le client, l'accompagner dans le produit, mais aussi de l'accompagner dans la mise en place de la solution. Un très beau webinaire de nos confrères de chez SFR qui disait ne pas confondre simplisme et simplicité dans le cadre du SD-WAN. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le SD-WAN, c'est très simple au quotidien une fois que c'est mis en place, mais par contre la mise en place du SD-WAN, ça nécessite de regarder plusieurs aspects. On va mettre un équipement en coupure du réseau MPLS du client. Donc déjà, ce serait bien de savoir comment fonctionne le réseau MPLS du client. Donc on a un audit pour comprendre ce qui se passe. Très souvent, on va y ajouter la brique de sécurité, qui n'était peut-être pas à ce niveau-là initialement. Donc il va falloir creuser un peu la sécurité. Et troisième point le plus majeur, on va s'intéresser aux usages du client. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire que vous avez 5 classes de services, mettez dedans vos applications. Non, on est là pour dire vous avez à peu près une trentaine d'applications que vous utilisez. On va regarder comment on va les prioriser et mettre les règles en face. C'est tout ce geste-là qui est le geste le plus important et qui nécessite un accompagnement pour changer la façon dont on vend une solution, dont on met à disposition des solutions auprès de nos clients. La partie technique, on y arrive. Ok. Sur la partie fonctionnelle, on va passer vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on en a parlé déjà tout à l'heure. En fait, souvent à SD-WAN, on agite la technologie comme la solution pour augmenter les débits, pour améliorer les débits sur les liens. Est-ce que pour vous, ça reste quand même l'atout principal? Voilà. J'aimerais bien entendre Loïc sur le sujet. Très très rapidement, du coup, c'est un élément qui est recherché de toute façon, en plus de la mise en place de paramètres de QoS pour pouvoir un peu mieux piloter les liens, mieux piloter la bande passante en fonction des utilisateurs des applications. Mais l'élément majeur aujourd'hui qu'on voit ressortir, c'est la sécurité en réalité. Donc ce que permet de faire le SD-WAN, finalement, c'est, je dirais, une techno habilitante sur la sécurité. Ça permet de révéler et d'identifier des faiblesses au niveau du réseau, et en particulier ne pas se limiter simplement à une fonction de firewall, de filtrage URL, mais on va pouvoir maintenant implémenter des fonctions UTM directement sur les sites et pouvoir mieux protéger les sites avec les accès Internet. Donc ça, c'est vraiment un facteur qui dépasse simplement la gestion des liens et qui est extrêmement importante. Et puis l'autre élément, mais on en a déjà longuement parlé, c'est tout ce qui est autour de la visibilité, monitoring en temps réel, pilotage en temps réel, etc., qui est très recherché, et très recherché en particulier pour nos clients, les DSI, les responsables réseau infrastructure, qui sont des exploitants au quotidien et qui ont besoin d'avoir tous ces éléments à leur disposition pour mieux gérer la qualité de service. Après se pose souvent la question, merci, également des liens sur lesquels on va poser SD-WAN. Et là j'ai une question qui est plus orientée vers les intégrateurs. Est-ce que vous avez les outils et quelle est votre position finalement pour préconiser le lien le mieux adapté à votre client pour déployer une solution SD-WAN? Alors, comme je l'ai dit, nous, on se doit d'être à l'écoute du client. Donc, on n'a pas seulement 2 prérequis. Si on veut faire du zero touch provisioning, il faut un accès internet local sur le site pour que le CPU SD-WAN aille chercher sa configuration. Et puis, pour le SD-WAN est pertinent à partir du moment où il y a 2 accès opérateurs. Le SD-WAN, c'est agnostique aux accès opérateurs. Donc je prendrai les cas de figure les plus courants qu'on rencontre, c'est on a des configurations avec 2 accès internet, un débit garanti, un débit non garanti, donc pour optimiser les coûts télécom, voire même 2 accès internet fibre et un secours 4G.
Voilà. Donc, on a également des sites où, dans un premier temps, où on fait de l'internet et du MPLS, parce que le MPLS a quand même un certain nombre d'avantages. On a quand même une qualité de service de bout en bout, chose qu'on ne va pas retrouver sur un accès internet classique. Donc, si des applications nécessitent d'avoir de la gig, de la licence, des engagements sur opérateurs, on va garder l'accès MPLS. Mais également aussi, on peut le faire en 2 temps. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait chez certains de nos clients. Le client est engagé chez l'opérateur avec des fins de contrat MPLS qui sont différentes d'un site à un autre. Donc on peut avoir des sites où on va avoir Internet et MPLS, et puis des sites où il peut résilier son contrat MPLS, donc on va installer en 2 accès Internet. Donc il n'y a pas de règle à proprement parler. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est que cette gouvernance opérateur, il faut l'assurer. Donc soit on l'assure en lieu et place du client, soit on sensibilise le client au fait que cette gouvernance opérateur, il faut la gérer à la fois au niveau opérationnel, mais également au niveau financier. Voilà. Très bien, merci. Et si on reste sur le support, on va parler 4G, parce qu'il y a quand même des acteurs spécialisés dans la salle. On présente souvent la 4G comme un moyen de connexion rapide, ou un backup, etc. Aujourd'hui, on se heurte souvent à la problématique du fair use. Et du coup, je voudrais questionner notamment un des opérateurs, peut-être Bouygues, qui est un des acteurs quand même bien armés sur la partie 4G. Est-ce que les offres 4G évoluent chez Bouygues pour avoir un fair use avec moins de contraintes, voire de l'illimité, pour répondre à des problématiques plus larges qu'un simple backup ponctuel ou un simple fast track pour l'ouverture d'un site? Des offres routeurs 4G illimités sont au catalogue, existent au catalogue. Tout l'enjeu au fait qu'on a globalement, nous en tant qu'opérateurs pour les entreprises, c'est notre réseau, c'est un réseau mobile France, tout client confondu. On a les MVNO, on a les entreprises, le grand public. On a une consommation de la bande passante qui est exponentielle, puisqu'on double voire triple régulièrement la consommation de la bande passante. Pourquoi ? Parce que les usages, comme on l'a dit, sont de plus en plus digitalisés, tout le monde sur son PC, etc. On voit même des petites formations qu'on peut faire maintenant directement en regardant sa smartphone, donc vidéo, consommation. Donc tout l'enjeu qu'on a, c'est trouver le bon équilibre entre préserver la bonne qualité d'expérience de nos utilisateurs au global et permettre à une entreprise d'avoir un point d'accès fixe qui consomme de la bande passante. Fixe, à un endroit donné. Voilà. Et c'est là, au fait, tout l'exercice qu'on a à faire. Donc, les offres illimitées existent, mais pas partout, bien évidemment, parce qu'on veut préserver la qualité d'expérience de nos utilisateurs mobiles. Et la 5G va énormément apporter là-dessus, parce que la 5G, la première chose que vous allez voir arriver avec la 5G, c'est de la capacité. C'est encore augmenter de la capacité. On parle beaucoup d'IoT, on parle de latence, de voitures connectées, etc. C'est vrai, mais pas tout de suite. Le premier élément qui va arriver, c'est la capacité. Et la capacité va pouvoir du coup venir apporter un complément à la 4G, là où on ne pouvait pas faire du routeur 4G illimité, parce qu'il fallait préserver l'usage dans les zones denses, globalement. Donc la 5G nous apportera la capacité de proposer des offres illimitées, je ne sais pas, mais en tout cas avec des enveloppes bien plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui, qui existent aujourd'hui sur la 4G, mais dans des zones qui ne sont pas denses, sur lesquelles il n'y a pas de problématique de congestion. Ok, merci. Alors sur la partie fonctionnelle, je voulais quand même qu'on explore encore un point, c'est toute la partie interconnexion cloud, puisque SD-WAN était à un moment annoncé comme une solution miracle pour se connecter à tous les clouds de la planète. Voilà, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Olivier, est-ce que tu as une expérience là-dessus à nous partager ? Oui, alors ce qui est important, je pense, et de manière générale, ça concerne le cloud, mais on peut le généraliser au SD-WAN, c'est une des promesses du SD-WAN, c'est de reprendre le contrôle finalement pour le client final. Si la solution SD-WAN doit systématiquement être déployée sur l'ensemble des points d'interconnexion du réseau, finalement le facteur limitant ou englobant, ça devient le SD-WAN.
Donc il y a des cas d'usage où déployer une terminaison SD-WAN au sein d'un opérateur de cloud public, notamment d'infrastructure, a du sens. Alors pas un équipement physique, on est d'accord, hein, mais une VM qui va jouer le même rôle. Et ça a du sens dans le cadre d'une extension finalement de l'usage du cloud public comme une extension d'une infrastructure privée. Donc c'est du cloud public mais qui sert finalement des usages privés. Le cloud public au sens SaaS du terme, un Salesforce, un Office 365, n'a jamais été pensé pour être accédé de cette manière-là. En tout cas, c'est pas la philosophie de construction des fournisseurs de cloud public. Et donc, de préférence, où idéalement, il vaut mieux s'interfacer avec les solutions qu'il préconise. Et donc, le SD-WAN va faire des choix localement d'accessibilité, mais sans forcément déployer de points de terminaison dans le cloud public. L'autre chose aussi, ce que je voulais rajouter, c'est, et pour revenir sur les sujets du MPLS, pas MPLS, etc., on peut aussi faire des interconnexions vers le cloud public complètement privatisées avec du qualitatif, avec des engagements de qualité de service. Par du SD-WAN, puis par d'autres solutions, de peering direct. On parlait du côté intéressant d'être en proximité de ces grands opérateurs aujourd'hui, à la fois pour avoir une qualité générale, mais on est aussi capable, sur du cloud public, de faire de la qualité garantie avec du SD-WAN et d'autres technologies en complément. Donc voilà, le choix, il est vraiment de ne pas se limiter, en tout cas de ne pas choisir des solutions, des architectures qui soient finalement demain des freins. La promesse du SD-WAN, c'est vraiment l'évolutivité aussi. Donc on doit pouvoir mixer les technologies, et pourquoi pas même plusieurs technos de SD-WAN demain. Ouais, alors là-dessus, l'interopérabilité, c'est pas encore gagné, mais il y a du travail à faire. Je vous propose de conclure. Donc on a vu sur la partie quand même technologique, il y avait énormément de facteurs à prendre en compte pour bien choisir la solution. On voit que sur la partie mise en œuvre et service, là aussi, choisir le prestataire, c'est quelque chose qui est pas évident, hein, pour un client final. L'idée, c'est clair qu'il faut aborder le sujet de la manière la plus pragmatique possible. Pour conclure, là, on va faire le même exercice qu'on a fait tout à l'heure avec les éditeurs. Quels seraient les petits conseils que vous pourriez donner à l'Assemblée pour initier un projet SD-WAN? Quels sont les points d'attention? Quels sont les conseils? Qui veut commencer? On commence par Loïc. Oui, avec un peu de recul maintenant et d'expérience sur les projets qu'on a traités, je dirais il y a trois points que je soulèverais. Bon, déjà bien comprendre les enjeux du client, ça me paraît très évident, mais une fois qu'on a déterminé ce qu'il voulait faire au travers du SD-WAN, que ce soit, nous on distingue quand même deux cas. Transformer son WAN traditionnel, gagner en agilité d'une part, sortie progressive du MPLS, et puis l'enjeu de sécurité, me semble être des éléments à bien comprendre et bien cerner pour pouvoir conduire le projet. Le deuxième aspect, c'est le modèle opérationnel qu'on va proposer aux clients. Ça, c'est essentiel aussi de comprendre si on est en service full managé, si on est en mode co-managé, si en mode intégré. Voilà, il faut pouvoir s'adapter à ça, parce qu'effectivement, je rejoins le point qui était cité précédemment, mais tous les clients ne veulent pas maintenir du mode OPEX qu'ils avaient sur les liens opérateurs, et donc aussi ils peuvent être intéressés par une approche CAPEX, y compris sur le SD-WAN, même si la volonté des opérateurs c'est de pousser pour de l'OPEX et du service clé en main. L'autre aspect, c'est l'accompagnement de bout en bout. Donc chez Obwan, nous, on attache beaucoup d'importance à ça, donc de la conception, de l'ingénierie, de la collecte de données, l'intégration qui va derrière. Et puis surtout, c'est finalement le SD-WAN, c'est un élément du réseau, mais ce n'est pas que l'élément essentiel. Il faut aussi regarder ce qui se passe du côté du LAN, du côté du Wi-Fi. Regarder aussi quelle architecture de sécurité on met en place. Et puis enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on passe du temps avec nos clients à les former, à les accompagner sur le changement des process, le mode de management. On forme sur les consoles d'administration et les dashboards qu'on met à disposition, les outils d'alerting, de monitoring, comment on utilise tout ça, comment on s'en sert au quotidien, pour que le client, de son côté, gagne en autonomie aussi. Et c'est un élément essentiel du SD-WAN, c'est effectivement reprendre le contrôle de son réseau au travers de ces plateformes d'administration et d'analytique qui sont proposées par l'ensemble des éditeurs.
Pour ma part, je dirais que aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour que on ait vraiment une forte croissance du SD-WAN. Si je fais un parallèle très rapide avec des explosions des smartphones qui ont été initiés par les iPhones, par exemple, on a besoin de 3 ingrédients. On a besoin d'un terminal, une techno, on a besoin d'un réseau et on a besoin d'applications. Donc iPhone, réseau 3G et l'App Store. Là, on a les 3 ingrédients pour le SD-WAN. On a les technos, les terminaux, avec plusieurs possibilités. Les réseaux sont là et les réseaux arrivent de plus en plus, parce qu'on a la fibre qui est vraiment dans un enjeu de déploiement massif, et derrière, il y a la 5G aussi qui arrive, qui va apporter encore du réseau. Et les applications, c'est celles qu'on utilise au quotidien maintenant en mode cloud ou en mode IaaS. Donc on a vraiment les 3 ingrédients qui sont déjà présents. Donc quand on adresse un client, il faut vraiment justement prendre ces différents aspects, s'intéresser aussi à l'aspect réseau et à l'aspect application. Et je vais revenir sur l'aspect réseau. Le MPLS en France n'est pas cher. Le MPLS en France, c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui coûte cher finalement, ce qu'achète le client, c'est la GTR. C'est la GTR, c'est la garantie de service. Entre un SDSL 4 mégas et une FTTH, c'est pas le débit qui fait le prix. C'est la GTR, c'est la garantie. Donc tout l'exercice quand on adresse un client, c'est que s'il change rien et qu'il met du SD-WAN, ça va coûter plus cher forcément. Par contre, si sur certains sites, ceux qui l'estiment peuvent le supporter, ils déportent cette garantie de rétablissement d'accès à une garantie de disponibilité de service qui est fournie grâce à la techno SD-WAN et des accès non garantis, il va retrouver effectivement une équation économique qui tourne. Et il va pouvoir bénéficier de tous les autres outils du SD-WAN au-delà de la connectivité. Laurent, un petit mot de conclusion ? Oui, tout à fait. Je vais reprendre rapidement. Enfin, je vais plutôt donner la vision de l'intégrateur. En fait, je me répète, mais c'est vraiment un projet très structurant, un projet SD-WAN à mener pour le client. Et donc, notre approche, c'est conseiller le client. Et la phase, ça a été dit par Charlène tout à l'heure, c'est très important de ne pas rater la phase de design et d'ingénierie initiale. Donc, voilà. Donc il faut bien réaliser l'intégration, il faut la documenter. Nous, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que même si qu'on soit en mode co-manager, même si on forme, les clients, ils ont quand même du mal à appréhender les solutions. Donc on continue à les accompagner dans la durée. Et puis, je pense que, ma vision, c'est qu'il faut prendre le meilleur chez chacun des acteurs. Voilà. David ? Pour répéter, compléter, c'est vrai que ce ne sont pas des projets très simples, mais il faut revenir à 2 aspects importants, c'est la qualification. La qualification, d'où on part, parce que souvent, beaucoup de clients ne savent pas d'où ils partent. Ils ont un réseau WAN en boîte noire, ils ne savent pas réellement les flux qui passent et la consommation des flux. Donc on intervient souvent en mode audit, en mettant un équipement qui permet d'avoir cette visibilité pour comprendre vraiment s'il y a une congestion qui est due naturellement à une évolution de l'activité ou à une évolution particulière des usages de certaines personnes. Donc c'est bien comprendre s'il y a saturation ou s'il y a besoin d'optimiser. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'où on part. Et l'autre qualification, c'est où on veut aller. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'hybride IT. Le système d'information n'est plus un data center. On a tous dit qu'il allait aller vers le cloud à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est faux. Il ne va pas que vers le cloud, il va aussi vers le edge. Donc, il y a vers les magasins, vers les usines. Et donc, il faut savoir aussi si les applications vont être de plus en plus répartis entre ces 3 piliers du socle de l'IT et pour pouvoir projeter le client après dans la mise en place du SD-WAN et des fonctionnalités nécessaires. Parfait, vous pourriez faire du conseil. Olivier ? Oui, alors je pense que je vais redire des choses comme j'ai été dites, mais je vais les dire sous forme de choses trappes, de choses à pas faire finalement sur un projet. Le premier point, c'est, on a beaucoup parlé d'organisation et finalement intégrateur versus service provider versus opérateur. Faut pas, en tant que client, faire des choix dogmatiques. Il faut vraiment se positionner sur quel est le niveau de responsabilité que j'ai envie de prendre, de déléguer, de co-gérer. Et finalement, on l'a rappelé, on est sur un service
simple dans les usages qu'il rend, mais complexe dans la technologie qui est derrière, parce que derrière, on est en train de traiter une technologie complexe et qui va continuer à se complexifier de par le développement du SDN, de par le développement du Edge, etc. Donc, l'intelligence de ces produits, elle est extrêmement forte. Je vais partager une anecdote un peu personnelle. Par le passé, j'ai travaillé chez un intégrateur qui développait une solution, des solutions SD-WAN, et à un moment donné, dans les réflexions, on s'est posé la question de se dire, finalement, est-ce que c'est un métier pour nous? Est-ce que c'est pas un métier de service? C'était la réflexion du moment. Et puis chez Adista, on est opérateur de service, donc on a d'abord construit Soflex, qui est un service entièrement managé ou co-managé, avec aujourd'hui des milliers d'utilisateurs, cette plateforme qui est une plateforme mutualisée. Mais nos plus gros projets d'aujourd'hui sont des projets, je parle de milliers de sites, qui sont des projets où on est dans un mode intégration ou déploiement d'un service ad hoc pour un client. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de choix tout fait, et surtout il n'y a pas de dogmatisme, il faut être très perspicace par rapport à ce qu'on veut faire en interne. Pour reprendre une question que tu posais, lier, je vais dire quelque chose qui ne va pas forcément m'arranger moi, mais lier les contrats de lien opérateur et de lien SD-WAN a du sens d'un point de vue service, parce que l'opérateur va faire ce rôle de glue, finalement, entre le lien et le SD-WAN. Mais si vous allez dans cette voie-là qui a du sens, laissez-vous des possibilités de débundeler à un moment donné et de rectifier. Vous n'aurez probablement pas le même service, mais vous avez cette capacité de changer de service SD-WAN ou d'opérateur ou d'opérateur. Deuxième chose trappe, à mon sens, c'est un sujet applicatif. Donc si vous ne mettez pas dans la boucle vos services, vos compétences applicatives dans le déploiement d'un projet SD-WAN, vous allez le traiter comme un projet réseau et ça ne fonctionnera pas. Les services applicatifs vont être les demandeurs, vont être les sponsors, et c'est eux qui vont finalement dicter la configuration qu'on va mettre au sein de la solution. Et un autre corollaire qui est assez lié, faut surtout pas configurer une solution SD-WAN comme on configure une solution WAN classique, QoS classique. Ce sont des solutions extrêmement riches techniquement. On peut faire beaucoup de choses, et énormément de choses. Si on l'approche par la partie technique, on fera des configurations magnifiques qui marcheront, mais on l'a dit, les applications, on a des fois un peu de mal à les qualifier, à les définir telles qu'elles sont aujourd'hui, et elles n'arrêtent pas de bouger. En interne, on ne les connaît pas bien. En externe, on n'en a pas la maîtrise. Donc, faites ou conseillez vos clients de faire des règles simples, basées sur l'usage. Revoyez-les régulièrement, il n'y a pas de débat, mais adressez-les vraiment par l'usage et gardez des choses simples et donc maintenables. Et puis enfin, nous on a tendance à préconiser des phases de pré-production chez Adista. Pas tellement sur la technologie ou sur la complexité de déploiement, on fait des choses extrêmement rapides parce qu'industrialisées, mais justement pour bien tester l'évolution des processus opérationnels des clients. Comment ils vont gérer justement un lien de déploiement si on synchronise un déploiement d'un nouvel opérateur avec le déploiement du SD-WAN, un troubleshooting de problèmes sur un site existant, qui fait le point de centralisation, qui escalade, qui a la responsabilité. Tout ça sont des process qui se rôdent et qu'il faut avoir traités avant la mise en production réelle. Bien, merci à chacun. On a encore le temps d'une ou deux questions. Alors, ou pas? Une ou deux questions. Y a-t-il des questions dans la salle? De toute façon, on a la pause, enfin c'est pas une pause maintenant, c'est le réseautage, il y a une collation qui vous attend. Moi, juste quand je vous écoute, je suis un ancien commercial chez un opérateur et j'ai vendu du MPLS, c'est pas mal, il y a quelques années. Bon, voilà. Et je me dis, mais en tant que commercial, c'est bien compliqué de vendre du SD-WAN, parce que si je suis pas formé, là on est rentré dans des discussions un peu techniques, et opérationnel, mais un commercial, il y en a quelques-uns, beaucoup de nos adhérents sont souvent des installateurs qui font aussi du commercial. Voilà, quelle est votre approche sur cette partie formation, parce que c'est peut-être encore un deuxième volet, mais c'est une belle boîte à outils, mais justement, il y a tellement de possibilités que ça paraît simple comme ça quand c'est en utilisation, mais pour un commercial, comment arriver à simplifier l'offre? Je ne sais pas comment vous faites, peut-être Célim de Bouy, il y aurait une réponse à ça. Alors,
c'est un travail qui va prendre du temps, mais la première approche qu'on a fait déjà, c'est de leur simplifier le discours, leur simplifier les cas d'usage par lesquels commencer à discuter aux clients, d'accord. Et les cas d'usage, on en a identifié 4 principalement, qui sont illustrés par des vrais cas rencontrés en clientèle. Donc le premier, parce que c'est celui qui leur parle le plus, qui est le plus facile, c'est la connectivité. Donc ça, ce sujet-là, est-ce que ça fait plus de bandes passantes, ça fait de la redondance, ça apporte, ça permet d'agréger, etc. Donc le premier sujet, donc le premier axe, c'est la connectivité. Le deuxième axe, c'est l'expérience utilisateur. Et on met en regard de l'expérience utilisateur le fait qu'améliorer l'expérience utilisateur peut consommer plus de bandes passantes. Donc SD-WAN, c'est pas que avoir plus de bandes passantes, je peux avoir moins de bandes passantes parce que j'ai amélioré ma qualité de voix, par exemple. Donc et après on a tout ce qui est priorisation, etc. par rapport aux applicatifs, et on met en avant le fait que un flux HTTPS, c'est un flux HTTPS, mais au sein de ce flux HTTPS, il y en a qui est métier, il y en a qui est loisir, pour essayer de les accompagner, pour qu'ils sachent aussi accompagner le client et aller identifier les besoins. Le troisième axe, c'est la sécurité. Bénéficier du SD-WAN, de toute la puissance du SD-WAN, accès Internet local, sécurité, on n'y coupe pas. Donc on aborde le sujet par la sécurité. Et le quatrième axe, c'est l'axe de la visibilité, c'est je redonne le contrôle et la visibilité à mon client sur ce qui se passe, quels que soient les opérateurs qui sont derrière. Et un opérateur qui lui dit bah non, il n'y a pas de problème, ça congestionne pas, bah il pourra plus l'entendre parce qu'il voit au fait que c'est pas effectivement peut-être un problème de bande passante, mais il y a peut-être d'autres sujets. Et ça, c'est grâce à la visibilité. On avait commencé à aborder le sujet Go to Cloud avec les VM, Azure, etc. Et puis on est revenu parce que là, on avait perdu. Voilà. Donc on y va progressivement. Ok. Merci. Juste une petite parce qu'on va. Voilà. Je voulais juste ajouter un mot parce que c'est un vrai sujet que vous soulevez. Oui. Le SD-WAN, c'est une vente complexe. Et on a mis, nous, un peu de temps à le comprendre parce qu'on venait un peu du monde traditionnel opérateur. Et on a pris le parti chez Hub de dire que le commercial seul, peut détecter un projet, mais n'a pas la capacité quelque part à le vendre seul. Donc on est sur un binôme pre-sales qui est indispensable. Alors non seulement pour dérouler les cas d'usage que vous avez cités, on a la même philosophie, mais également un autre élément qui est extrêmement important dans la vente du SD-WAN, il me le semble, en tout cas c'est un peu l'axe qu'on a pris, c'est de pouvoir faire une démo client concrète, précise, et dans laquelle on va pouvoir justement dérouler les cas d'usage que vous avez cités, et donc factualiser le bénéfice pour le client. Donc ça c'est vraiment un argument de vente majeur, la démo, ça marche à tous les coups.